Alors, bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, je voulais partager déjà ma joie d'être ici avec vous, de participer à ce colloque. Et je remercie les organisateurs et le public. Bref, je suis heureux d'être ici. Alors, je vais aller un peu vite aussi, parce qu'avec mes un mois d'ancienneté dans la recherche, je vais rabaisser un petit peu le niveau pour pas perdre tout le monde. Et puis, je vais me cantonner à 45 minutes, évidemment, pour que tout le monde puisse suivre, faire assez vite, quoi. Alors, bon, je vais commencer ma thèse en fait dès septembre à l'Université de Corse sur le sujet le suivant, qui est une nouvelle forme de pouvoir politique dans la société corse, le développement du clanisme au 19e siècle. Alors moi, vous avez remarqué, je ne me mouille pas, je parle du 19e. Hein. Aujourd'hui, c'est une journée sur le 18e. Moi, tranquillement, j'ai fini sur le 19e, et comme ça, il n'y a pas de souci. Non, bon, blague à part, cette question du clanisme, elle va être évidemment tout à fait primordiale au XIXe siècle, mais on l'a vu toute la journée, c'est notable, ils sont là bien avant, évidemment, on va en parler. C'est donc dans ce cadre-là que je vais essayer de poser la question et d'apporter une réponse, en tout cas un petit peu, sur qui dirige la Corse pendant l'an 13. Alors, pourquoi l'an 13? Tout simplement parce qu'on dispose d'une liste assez intéressante, qui est une liste des 600 contribuables les plus imposés pendant l'an 13, du coup. Alors, précisément, la liste est établie, elle se trouve aux archives départementales de Bastia, elle est établie entre le mois de Messidor, excusez-moi, il faut que je révise mon calendrier républicain, entre le 12 Messidor et le 15 Thermidor en 13, donc plutôt dire que c'est entre le 1er juillet 1805 et le 3 août 1805. Et cette liste, elle concerne le département du Gaulle, donc évidemment la Haute-Corse. Alors tout d'abord, on va décrire ce document, je dirais, de manière brute, pour savoir qu'est-ce qu'il dit directement, et puis après, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il ne dit qu'indirectement. Alors tout d'abord, ce document est composé de plusieurs liasses, qui sont en fait plusieurs listes, différentes listes. Ces différentes listes sont établies par une commission spéciale, dont on reviendra, et on apprend que cette commission, elle est réalisée par 7 membres, qui sont les suivants, des noms qui sont un peu connus pour l'époque. Antoine-Jean Pietri, qui est le préfet du département du Gaulle, Paul-Louis Stefanini, qui est conseiller de préfecture, Xavier Djoubega, un balanin donc, hein, qui est sous-préfet de l'arrondissement de Calvi. Hyacinthe Sebastiani Porta, qui est le sous-préfet de l'arrondissement de Corté. Antoine Biadelli, président du tribunal civil. François-Antoine Vial, président du tribunal de commerce. Et Jean-Marie Godard, qui lui est le contrôleur des contributions directes. Cette commission, donc, elle établit plusieurs listes sur base fiscale. Il y a d'abord la liste des 30 personnes, des hommes bien sûr, hein, les plus imposés. Alors eux, ce n'est pas par ordre alphabétique, c'est vraiment par ordre d'imposition, donc sous-entendu par ordre de dignité, en fait, hein, suivi des 570 autres dans l'ordre alphabétique. On a aussi une liste d'une centaine, 132 personnes qu'il faut retrancher de cette liste des 600, parce qu'ils ont eu la bonne idée de mourir, ou bien parce qu'ils n'ont plus les cotes suffisantes pour être sur ces listes et qu'ils n'ont plus donc la dignité d'y rester. Et puis enfin, évidemment, on a cette liste donc des 600 plus grands contribuables. Cette liste, elle nous donne donc le nom, le prénom de ce contribuable, mais aussi le lieu où ils sont domiciliés, évidemment, leur qualité civile et une observation de la commission. Alors, je vais donner un exemple tout à fait simple que j'ai pris au hasard. Hein. Pour comprendre cette liste, au hasard, vous avez un Alessandrini Charles-François, Auletta, propriétaire, et observation de la commission, avant la Révolution, vivant de ses revenus, depuis officier municipal. Alors, ça peut paraître inintéressant, mais en fait, ça l'est, on va revenir un peu dessus après. Donc cette liste, elle est particulièrement intéressante pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, déjà, elle permet de faire une cartographie du pouvoir local, à une année précise qui est 1805. Une photographie, si l'on veut, d'une élite économique à un moment précis. Alors ainsi, après des statistiques, on peut constater que pour le département du Gaulle, loin toujours, hein, je ne parle que de la Haute-Corse, pour le département du Gaulle, où donc, parmi les 600 plus imposés, vous en avez 213 en Balagne, c'est-à-dire à peu près 37%, ce qui fait de la Balagne la plus grande région économique de Haute-Corse. Bastia, qui est le chef-lieu, vient en deuxième position avec à peu près 27%,
26%, avec 147 sur les 600. Ensuite, vous avez la plaine, alors ce que j'appelle la plaine élargie, c'est-à-dire en partant de Luciana jusqu'au Fiumorbu, qui représente 10% à peu près de ces 600 imposés, sachant que dans ces 10%, vous avez 5%, c'est-à-dire la moitié, que en Casinca, qui est un vivier assez intéressant pour ces grands contribuables. Et puis après, vous avez environ 7% pour le Nebbio, un peu moins de 5% pour la Castaniccia, ce qui est déjà assez intéressant, cette Castaniccia dont on parle tant pour le XVIIIe siècle. On a l'impression qu'il se passe quelque chose donc, en ce début du XIXe, puisqu'on n'a que 5% des plus imposés qui y sont domiciliés. Après, il ne faut pas oublier que beaucoup de gens de Castaniccia sont après domiciliés à Bastia, donc c'est pour ça que ça gonfle aussi le chiffre de Bastia. Donc, c'est intéressant de faire cette cartographie du pouvoir local, du pouvoir économique local, parce qu'on peut se demander s'il y a des déséquilibres. Et vous avez vu qu'il y en a, puisque la Balagne écrase complètement le reste de la Haute-Corse. Il n'y a que Bastia qui peut rivaliser, puisque c'est le chef-lieu et que c'est quand même Bastia, mais qui rivalise quand même un peu de loin. Hein. On passe quand même de 213 à 147. Donc évidemment, il y a un déséquilibre économique tout à fait remarquable, ce qui, on va le comprendre, hein, explique qu'en Balagne, on a un nombre de grandes familles qui s'imposent depuis longtemps. Donc grâce à cette liste, nous savons aussi les qualités civiles de ces contribuables, ce qui nous permet de mettre en évidence que l'écrasante majorité de ces contribuables, 73%, sont des grands propriétaires terriens, contre 10%, ce qui est non négligeable, hein, 10% de marchands et 10% à peu près dans la fonction publique. Ça, déjà, ça permet aussi de dresser une liste. Après la cartographie, ça permet de dresser une liste vraiment des profils de ces grands contribuables. Donc cette liste des 600, elle est intéressante aussi pour analyser, donc, comme je le disais, les profils politiques, mais alors notamment à travers, évidemment, les noms de famille. On peut voir quels noms de famille reviennent le plus et surtout à quel endroit. Vous avez parfois des noms de famille qui reviennent souvent, mais dans des endroits complètement éloignés, ce qui ne veut pas forcément dire grand-chose. Mais après, vous avez évidemment les mêmes noms de famille dans le même village, et là, par contre, ça en dit très très long, ou alors éparpillé dans une même région. Par exemple, pour n'en citer que quelques-uns, parce que sinon, sur les 600, je veux bien être un peu patient, mais quand même. Vous avez évidemment en Balagne les Antonini, j'en cite que quelques-uns, les Boutafogo en Casinca, alors précisément à Vescovato. Vous avez les Casabianca en Casinca, les Filippi à Ville, les Giudicelli en Balagne, un peu dans le Cap aussi, les Grimaldi, beaucoup dans l'ancienne piève de Caccia, hein, donc Moltifao et Castifao, les Guasco à Bastia, vous avez les Saligetti évidemment à Auleta et à Saligetto, mais aussi les Savelli en Balagne. Bon, je m'arrête là parce qu'en fait on pourrait continuer, mais ce qu'on voit, c'est qu'évidemment, parmi ces membres des 600 plus imposés, beaucoup de mêmes noms de famille reviennent et dans les mêmes endroits, et ça, on va voir que c'est intéressant. Parce que ce qui est mis en avant, c'est un réseau familial fort. Et ça, ça va être primordial pour la suite. En ce qui concerne la liste plus précise des 30 plus imposés, pour n'en citer que quelques-uns, hein, parmi les grands noms, il y a des gens comme Raphaël de Casabianca. Raphaël de Casabianca à Vescovato, qui avait combattu déjà, qui s'était même, je dirais, qui avait démontré sa valeur militaire contre Paoli, hein, avant son premier exil en 69. C'est honteux de dire ça devant sa maison, mais c'est la vérité. Qui ensuite avait combattu à Calvi contre les Anglais en 1994. 2 ans après, sous Napoléon, il est quand même dans l'armée d'Italie. Napoléon, devenu premier consul, le fera sénateur, puis lui donnera la Légion d'honneur. Et tout ça, on est avant 1805. Donc le personnage monte quand même très vite en grade. Le Casabianca, c'est vraiment une très grande famille. Bon, sans rentrer dans le détail, on retrouve aussi des gens qui ne sont pas inconnus, des Christophe Saligetti, par exemple, qui est alors ministre plénipotentiaire à Gênes. Des Horace Sebastiani, qui sont encore des militaires de haut rang. Enfin bon, je m'arrête là, mais vous avez vraiment dans ces 30 premiers imposés des gens qui ont vraiment une carrière tout à fait intéressante. Bon, ça c'est ce que disent les documents de manière brute, très bien, et c'est une chose. Mais qu'est-ce qu'ils disent de manière indirecte ? Eh bien, est-ce que ce sont de simples comptes fiscaux ? Non, c'est le cas, mais ce n'est pas seulement ça. L'importance est bien plus profonde. En fait, revenons au tout début. Cette liste des 600 imposés, avec d'abord les 30 premiers dans l'ordre de la puissance de l'imposition, elle est réalisée par une commission spéciale. Cette commission spéciale, elle est formée par le préfet, Antoine Giampietri, le préfet du Golo.
Le préfet, lui, il reçoit son ordre du ministre de l'Intérieur, qui lui-même reçoit l'ordre du ministre des Finances. Et qui est-ce qui demande à ça au ministre des Finances? C'est évidemment l'empereur. Voilà, on est au tout début de l'Empire. Donc ça veut dire qu'en 1805, pendant l'an 13, on a Napoléon Ier qui va demander à ses ministres de créer une liste dans tous les départements, parce que cette liste des 600, elle est valable pour le département du Gaulle ou comme dans tous les départements de France à ce moment-là. Et le but, ça va être donc de mettre en valeur les gens qui sont le plus imposés dans tous ces départements. Ce qui pose d'ailleurs quelques réflexions, parce que en fonction de la grandeur du département, ça va être la liste des 600 ou des 1200 ou des 2400. Alors évidemment, pour le Gaulle, où c'est le plus petit, c'est-à-dire 600, mais alors on peut aussi mettre en perspective qu'est-ce que ça veut vraiment dire une liste de 600 en Haute-Corse et une liste de 600, par exemple, ailleurs, dans un autre département de France. Ça en veut, les côtes fiscales ne sont pas les mêmes. Donc, on a l'empereur qui, au début de l'Empire, qui a un an, veut affermir son pouvoir sur chaque département. Pour ça, il demande la formation de ces listes, qui en fait représentent évidemment un vivier de notables. Alors, le mot n'est jamais employé sur cette liste, ce qui est assez intéressant, parce que contrairement à d'autres départements en France, à ce moment-là, le mot notable est utilisé. Ici, il ne l'est pas. Ce n'est pas officiellement une liste des notables. Donc, les choses sont faites un peu plus discrètement, je dirais. Le but, évidemment, c'est de créer un vivier de notables en vue d'élections à venir. Alors, les élections sous le consulat et puis sous l'Empire, c'est quelque chose qui, théoriquement, se relève du suffrage universel masculin, mais qui, dans la réalité, est évidemment extrêmement surveillé. Et même si ce n'est pas censé être censitaire, on a bien vu que s'il les classe dans l'ordre de l'impôt le plus fort, ce n'est pas pour rien. Parce que, du coup, les 600 peuvent être électeurs, mais du coup, les 30 premiers peuvent être éligibles. Bon. Donc évidemment, il s'agit de bien choisir ces électeurs, dans le cadre où on veut évidemment consolider l'Empire dans tous ces départements. Et alors notamment en Corse, où, et on l'a vu, on a passé la journée à le dire et à l'entendre, où la situation à cette époque-là est encore évidemment très tendue. On est qu'au tout début de l'Empire, alors même si le consulat a tout à fait préparé la voie à l'administration impériale, ici, l'Empire vraiment Napoléon veut de suite prendre les rênes, je dirais, pour éviter en tout cas tout débordement dans l'île. Et donc, cette liste est mise en place pour pouvoir repérer les notables qui pourront participer, qui pourront jouer un rôle dans le gouvernement. Alors, il ne faut pas non plus être naïf, je dirais, parce que tous ces contribuables qui sont électeurs et alors potentiellement éligibles ne sont évidemment pas tous des fidèles convaincus à l'Empire. Il y en a qui jouent le jeu, puisque comme le pouvoir central a besoin d'eux pour s'installer sur le territoire, il y a certains contribuables, certains grands notables à qui ça va très bien de dire oui, mais donnez-moi le pouvoir, moi je le répartis les membres de ma famille, et puis on va bien défendre le gouvernement. Et puis évidemment, dès que la situation change, le but en fait c'est de placer les membres de sa famille pour avoir le plus de pouvoir local possible. Il est tout à fait d'ailleurs intéressant d'analyser les anciennes familles qui restent, les Salvini, les Mâtres, qu'on retrouve, qui sont très anciennes, et aussi les nouvelles qui apparaissent et dont beaucoup, par exemple, se sont illustrées dans la guerre contre Paoli, notamment à la fin du XVIIIe siècle. Et évidemment, c'est ceux qui se sont de suite rangés du côté de Napoléon. Et les Casabianca en sont un très bon exemple, même si la famille est ancienne. Donc, ça fait 45 minutes ou pas? Pour conclure, est-ce qu'il suffit de vous donner cette liste des plus imposés, dont j'ai cité quelques noms, pour vous dire c'est eux qui dirigent la Corse en l'an 13? C'est pas aussi simple. Par contre, ce qui est évident, c'est que c'est parmi ces gens-là que vous avez les vrais hommes influents et puissants de Haute-Corse, dont certains sont les vrais dirigeants. On a parlé de Saligeti tout à l'heure, mais c'est un très bon exemple. Il faut avoir en tête que le système politique du consulat puis du Premier Empire est autoritaire. Et donc même s'il y a des votes qui ne sont pas du tout censés être au suffrage universel, au suffrage censitaire, pardon, eh bien, en fait, c'est indirectement le cas. Et on a bien vu que les taxes jouaient un rôle très important. De plus, il arrive aussi que la commission qui doit justement mettre en avant tous ces contribuables, en oublie certains, ou au contraire les sous-estime pour qu'ils aient moins de pouvoir.
Et au contraire, ça arrive aussi, qu'il surestime certains en disant oui, lui, il ne paye que ça, mais on est assez sûr qu'il possède des biens ailleurs en France, donc il mérite d'être là. Oui, mais enfin, c'est quand même la commission ordonnée par le ministère, c'est un petit peu léger comme excuse, hein. Ça aussi, on en voit quelques-uns. Donc c'est pour ça que cette liste, il faut la prendre quand même avec des pincettes, mais elle est fascinante puisqu'elle en dit quand même très long. De plus, évidemment, ça va sans dire, dans cette liste des plus imposés, il y a aussi des gens qui sont de grands propriétaires terriens ou de grands marchands, mais qui ne sont pas du tout dans le jeu de la politique. Donc c'est pas parce que leur nom figure que de suite c'était des grands dirigeants politiques. On peut tout de même dire que parmi ces plus imposés, donc la liste des 30, à laquelle est rajoutée une liste des 60, et ça aussi c'est assez étrange, puisque c'est une liste des 60 personnes qui sont remarquables de par leur talent. Donc on pourrait se dire qu'évidemment sur ces 60, eh bien, on va retrouver les 30 plus 30 autres, mais on ne retrouve pas tous les 30. Ça aussi c'est intéressant, ça veut dire que dans les 30 plus imposés, il y en a certains qu'on ne veut pas quelque part. Alors pour l'instant je n'interprète pas plus que ça, mais c'est intéressant et il faut creuser. Ce qui est sûr, c'est que ce sont là les gens les notables les plus puissants en Corse du début de l'Empire. Donc en fait, ce qui est surtout mis en avant à travers cette liste, c'est surtout l'étendue des réseaux familiaux et leur contrôle du territoire, et dont la fidélité au gouvernement, parfois extrêmement profonde et honnête, mais dont la fidélité au gouvernement peut parfois aussi n'être qu'une opportunité de rendre le réseau plus fort. Alors, qui dirige la Corse en l'an 13 le réseau. Les réseaux familiaux.